Alors vous êtes donc au centre ressources à Aix-en-Provence. C'est le premier centre de ce type qui est un centre de mieux-être et d'accompagnement thérapeutique. Voilà la terminologie. Un deuxième centre a été ouvert à Montélimar et il y en aura d'autres en 2016. 900 mètres carrés, piscine, hammam, un lieu où on se dit oui, je vais être bien parce qu'on va apporter du bien-être, mais on va faire un travail qui va bien plus que du bien-être. On va faire un programme d'accompagnement thérapeutique. Ça dure 1 an. C'est toutes les semaines pendant 4 mois, puis toutes les 2 semaines pendant 8 mois. C'est 1h30 de travail cognitivo-comportemental. On va apprendre la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique, la communication relationnelle. Qu'est-ce que le cancer, les traitements du cancer, les causes du cancer, l'intérêt des techniques complémentaires. Donc tout ceci, c'est un apprentissage, 1h30 chaque semaine. Et on suit avec un groupe de travail, ce que j'ai dit, la psychothérapie de groupe soutien-expression. C'est un vrai travail structuré sur 1 an qui implique énormément les patients. J'offre en tant que médecin de la survie, c'est notre terminologie, survie globale, survie sans récidive. La finalité de tout ça, c'est pas la survie. C'est pour le patient, c'est de vivre. Et le questionnement, il est là pour lui à chaque fois. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse la chimio ou pas? Si c'est juste pour survivre. Mais si c'est pour vivre, là je prends. J'ai rencontré les travaux du professeur David Spiegel à Stanford et sa publication remarquable en 89 dans Lancet qui montrait que avec une approche psychosociale, il doublait le temps de survie de patientes qui avaient un cancer du sein métastatique. Elle passait de 18 à 36 mois de survie moyenne. Et il avait montré avant que ces patientes vivaient mieux. C'est-à-dire qu'elles vivaient mieux et plus longtemps. Et beaucoup plus longtemps. Donc en tant qu'oncologue médical, je pouvais être qu'interpellé et ça répondait à ma problématique. J'ai été à Stanford, voir ce que faisait David Spiegel, et je suis revenu, les yeux pétillants, en me disant c'est ma thèse de médecine, c'est ce que je vais faire, mon DEA en sciences de l'environnement santé, c'est ça, c'est l'environnement psychosocial, je le modifie, j'ai un impact sur l'évolution de la maladie, et j'apporte la réponse que les patients veulent, vivre. David Spiegel a montré en 89 qu'il doublait le temps de survie de patientes qui avaient un cancer du sein métastatique. En 2007, il a récidivé en faisant une deuxième étude randomisée publiée dans Cancer. Là, plus difficile parce que tous les patients savaient que sa technique était intéressante à San Francisco, donc il était difficile de randomiser de la même manière. Il a quand même obtenu des résultats en randomisant qui montraient que dans le groupe des femmes qui avaient un cancer du sein non hormonodépendant, on avait un doublement de la survie en situation métastatique. Deuxième étude, Barbara Andersen réalise un travail de ce type, un travail sur 1 an, un travail cognitivo-comportemental. Elle prend des femmes qui viennent d'être opérées d'un cancer du sein. Elles ont ensuite la chimio, radiothérapie, hormonothérapie. Elles sont randomisées entre le suivi classique, habituel, ou bien en plus le programme. Et en faisant ce programme, elle obtient comme résultat, publié dans là aussi Cancer en 2008, au bout de 4 mois, ces patientes vont beaucoup mieux psychologiquement. Et c'est très important, ça va durer pour ça des années. C'est pas ponctuel, c'est un effet qui dure les années qui suivent. Au bout d'1 an, on voit un système immunitaire anticancéreux qui est plus performant, et là aussi qui va durer. Et au bout de 20 mois, on voit une différence clinique. Ça se traduit par 11 ans de recul. On a 50% de récidives en moins dans le groupe qui a participé au programme. 66% de décès en moins chez les femmes qui ont participé au programme. Vous imaginez juste à l'échelle de la France, si on modélisait ça, ça représenterait 6000 femmes qui ne récidiveraient pas chaque année et 8000 décès en moins. Rien que dans le cancer du sein. C'est pas que dans le cancer du sein que chez les femmes. Chez les hommes, il y a une étude de ce type-là qui a été faite, très intéressante, à Berkeley par Dean Ornish. Il a suivi des patients qui étaient atteints de cancer de prostate. Alors, vous savez, ce fameux cancer de prostate localisé où on ne sait pas s'il faut opérer ou pas. C'est cancer qu'on surveille et on appelle ça la surveillance active. Au lieu de rester les bras croisés, Dean Ornish a proposé une vraie démarche active pour les patients. Puisqu'on vous surveille, pendant ce temps-là, vous allez faire un programme santé. On y va, on apprend la gestion du stress, on apprend la communication relationnelle, on apprend à manger différemment, on apprend à exprimer ses émotions. On fait ce travail. Et il a constaté et vérifié que ces gens-là, sur ce modèle sur 1 an, après, conservent ce changement de mode de vie. Donc ils ont de meilleurs comportements de santé. Et bien ça aboutit au bout d'1 an. Aucun patient qui a participé au programme a basculé dans un traitement.
contre 4 dans le groupe qui n'a pas participé. Le PSA augmenté dans le groupe qui n'a pas participé au programme versus diminution dans ceux qui ont participé au programme. Et le système immunitaire anticancéreux dans le groupe qui a participé au programme a été multiplié par 8 en performance anticancéreuse par rapport à ceux qui n'ont pas participé. Et sur l'étude des années après des chromosomes et l'activité des télomères, l'extrémité des télomères des lymphocytes anticancéreux, des natural killers, les télomères se sont allongés au lieu de se raccourcir. Ce qui veut dire que l'immunité anticancéreuse du patient a rajeuni. Je vous rappelle que le prix Nobel de médecine il y a 2 ans a montré que l'extrémité des télomères, si elle se raccourcit, c'est le vieillissement de la cellule. Et bien là, on voit une amélioration du vieillissement de la cellule avec un programme qui a été fait, adopté, intégré, et on n'est plus dans une surveillance passive. On attend que le cancer arrive, on fait quelque chose pour qu'il n'arrive pas. Alors, modèle économique, il faut savoir que je suis entrepreneur social Ashoka. Je ne le savais pas, c'est eux qui sont venus me chercher. Ashoka, c'est ce réseau d'entrepreneurs sociaux qui, à chaque fois, avec une idée, va changer un modèle dans un pays, voire dans le monde. Le premier entrepreneur social Ashoka, c'est celui qui a inventé le microcrédit en Inde. Ce ne sont pas des subventions publiques, c'est des subventions privées, à 90%. Donc c'est des dons des entreprises, des dons du privé, la participation aussi des patients aux frais du centre, volontaire, puisque le centre est à but non lucratif, accessible à tous. On a plus de 125 intervenants bénévoles, ça va de l'assistante sociale, le médecin du travail, le psychologue, à l'art thérapeute, la sophrologie, la réflexologie, prof de sport, etc. Il y a des vacataires, il y a des salariés. Et petit à petit, on arrive à convaincre des partenaires. On a Malakoff Médéric, par exemple, qui est le premier partenaire mutuel, qui nous aide au développement des centres, qui rembourse le programme pour ses adhérents. Voilà. On espère que ce type de modèle va attirer d'autres personnes. Mais nos recettes sont très variées. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Comment les patients viennent au centre ? C'est du bouche à oreille. Et donc ça ne passe pas par une intégration, information médicale forcément. C'est un médecin, c'est une infirmière, mais la plupart du temps, c'est plutôt les patients entre eux, l'entourage qui parle du centre. Mais de plus en plus, le monde médical, infirmier et autres, les pharmaciens, etc., parlent de ressources et en parlent aux patients. La question qu'on pose souvent, c'est comment ça s'insère dans le système de soins existant. Alors je le résume comme cela. Il y a la clinique, l'hôpital, qui est le lieu de traitement de la maladie. Et on est focalisé sur la maladie. Le plus humainement possible, c'est vrai, mais on est focalisé sur les règles de traitement. C'est, on le sait, déshumanisant et difficile. Et c'est centré sur la maladie, et si on veut soigner, on doit respecter ces règles. Et je suis oncologue médical et je vis ça tous les jours. Donc, quand je viens dans le centre, c'est autre chose. Il y a un deuxième aspect, les soins de support. Est-ce qu'on est un centre de soins de support ? Non. Les soins de support, c'est pour mieux supporter les traitements de la maladie. On est encore centré sur la maladie et sur les traitements. Et ça se passe donc en clinique. Les soins de support, c'est la clinique ou les hôpitaux qui gèrent ça. Ici, on est en dehors du système de soins, dans le sens géographiquement, ce n'est pas rattaché à une clinique ni à un hôpital. C'est indépendant et c'est un lieu qui appartient aux patients. On n'est pas centré sur la maladie, on est centré sur la personne. Il n'y a donc aucun traitement anticancéreux ici. On doit rester dans cette logique, on n'est pas centré sur la maladie. Donc tout ce qu'on fait va être pour aider la personne à être mieux, ce qui pourra bien sûr avoir un impact sur la maladie, mais on n'agit pas sur la maladie, on agit sur la personne.